Nous sommes en mars 2026. Le monde change et chaque jour qui passe nous donne son lot de nouveautés et surtout de questionnements. Les usages de l'intelligence artificielle générative n'y fait pas défaut et de ce fait n'en finit pas de nous surprendre. Alors, à mon tour de vous étonner. Nous vivions jusqu'à peu dans un monde où nos compétences nous appartenaient et n'étaient pas dissociables de notre personne. Ce plafond de verre était l'élément sous-jacent d'un paradigme qui a construit tous les principes économiques que nous connaissons. Le temps contre de l'argent. Peu le savent encore, mais ce paradigme a soudainement changé et ce qui nous définissait jusqu'ici comme professionnels, notre expertise, notre savoir-faire, en somme cette accumulation patiente de connaissances, peut désormais opérer sans nous. Elle peut circuler et être activée sans notre présence. En somme, nous pouvons désormais créer de la valeur dans des contextes où nous sommes totalement absents. Le temps contre de l'argent s'éloigne pour laisser place à une nouvelle forme d'usage qui actionne la valeur. Ce n'est ni de la science-fiction, ni une prédiction lointaine, c'est la réalité technique de 2026. Et c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel opus. Mais avant tout, un peu d'autopromotion. Si vous souhaitez recevoir sans frénésie du contenu unique concernant des partages stratégiques sur l'IA orienté opportunité business, alors abonnez-vous à ma newsletter Agentique IA et Stratégie. Mais abonnez-vous vite car je ne republie pas les anciens numéros. Vous trouverez le lien en description. 2026. Vous n'êtes plus obligé d'être présent pour exercer vos compétences. Elles peuvent désormais se soustraire à vous et opérer à une échelle que vous n'auriez jamais pu auparavant atteindre seul. Cette émancipation n'est pas une dépossession, c'est une opportunité de démultiplication. Mais attention, en réalité, nous sortons à peine d'une décennie d'illusions. Pendant des années, nous avons cru automatiser nos processus. Des plateformes comme N8N, Make ou Zapier nous promettaient la libération par le glisser-déposer. Nous avons conçu des workflows, nous avons relié des applications et nous avons orchestré des séquences. Mais au fond, que faisions-nous vraiment ? Nous construisions des rails rigides, des autoroutes déterministes où chaque bifurcation devait être anticipée, codifiée et par définition était figée. Ces automatisations étaient ni plus ni moins que l'équivalent numérique d'une chaîne de montage fordiste, efficace pour répéter à l'infini une tâche identique, mais incapable de s'adapter, d'interpréter et de décider face à l'imprévu. Elles automatisaient l'exécution, mais jamais le jugement. Elles remplaçaient la main, mais jamais l'appréciation. Et c'est précisément cette limite structurelle qui les rend obsolètes en 2026. Car 2026 est l'année où nous basculons du déterminisme rigide vers une sorte d'intelligence déléguée. Aujourd'hui, nous ne configurons plus des nœuds dans un ensemble représentatif, nous conversons en langage naturel avec des systèmes capables de comprendre l'intention, d'interpréter le contexte et surtout d'adapter l'exécution. Les agents ne suivent plus un chemin tracé d'avance, ils naviguent selon les circonstances. Ils ne répètent pas, ils raisonnent désormais. Et nous pouvons dire que cette mutation a, comment dirais-je, une certaine portée. Nous parlons plus d'automatisation au sens classique du terme, mais bien d'une délégation cognitive. Et c'est un saut qualitatif d'une toute autre nature. Plus profondément, cette mutation technique expose au grand jour la stratification des utilisateurs d'IA, car tous ceux qui prétendent utiliser l'IA ne sont pas égaux face à cette révolution. Il existe une hiérarchie de compétences, une échelle de maîtrise qui n'est pas forcément très explicitée. Et pourtant, cette échelle détermine qui profitera de cette transformation et qui en sera victime. Au premier niveau, nous trouvons le débutant qui dialogue avec ChatGPT comme on consulterait une sorte d'oracle. Il pose des questions, reçoit des réponses, s'émerveille parfois de la pertinence des résultats, et avec juste cela, certains présomptueux pensent déjà être les rois du pétrole numérique alors qu'ils ne sont que de simples consommateurs d'une interface élémentaire. Au deuxième niveau, ceux qui ont franchi un premier seuil de compréhension créent des GPT personnalisés, des gemmes, des espaces propriétaires où ils peuvent configurer des paramètres et affiner des comportements. C'est déjà mieux, mais ces outils restent isolés, fragmentés, incapables de communiquer entre eux et de s'intégrer dans des flux métiers complexes. Le troisième niveau, c'est celui des automatisateurs dont nous parlions. Ils utilisent N8N, Zapier, Make pour enchaîner des actions. Mais attention, ces structures rigides ont un défaut majeur en ce sens qu'elles excluent l'humain de la boucle opérationnelle. Dans ce cas de figure, l'automatisation remplace, mais elle n'augmente pas. Elle élimine l'intervention humaine au lieu de la sublimer. Et ce faisant, elle crée un risque considérable. Celui de l'erreur en cascade sans possibilité de recadrage et sans jugement correctif en cours d'exécution.
C'est au 4e niveau que les choses deviennent vraiment intéressantes. Nous entrons dans le territoire de ceux qui comprennent profondément comment fonctionne un modèle de langage. Ces architectes de systèmes sont capables de concevoir des écosystèmes agentiques interopérationnels, des essaims d'agents spécialisés qui collaborent pour accomplir des objectifs complexes. Mais même eux font face à des limites. Quel agent recruter pour quelle mission? Quelles compétences possède-t-il nativement? Comment combler alors ces lacunes? Et c'est là qu'émerge le 5e niveau, le niveau stratégique par excellence, le niveau de ceux qui sont en capacité de transformer des compétences humaines en compétences digestibles pour des agents. Ceux qui maîtrisent l'art de la guidance structurée, de l'encodage procédural et de la transmission d'expertise sous forme d'instructions flexibles et évolutives. Souvenez-vous du premier film Matrix, avec cette scène où Neo apprend le kung-fu par téléchargement direct dans son cerveau. « Je sais faire du kung-fu », dit-il en ouvrant les yeux. Pour les agents d'IA, c'est exactement ce qui se passe, avec toutefois une nuance technique. Les compétences ne sont pas gravées dans leur architecture comme des réflexes cognitifs. Elles sont activées à la demande via un mécanisme communément appelé la divulgation progressive. Concrètement, l'agent charge d'abord des métadonnées légères, une sorte de catalogue de capacités potentielles. Puis, lorsqu'une tâche spécifique se présente, il injecte dans son contexte les instructions détaillées de la compétence requise. Un agent généraliste peut ainsi devenir un expert en SEO, puis en analyse de données, puis en rédaction juridique, en activant successivement les compétences appropriées. Sans réentraînement du modèle de base, sans modification de son architecture fondamentale. Et une fois la tâche terminée, le système déshydrate le contexte, libère la mémoire. Les compétences ne s'accumulent pas comme chez un humain qui construit progressivement son expertise. Elles apparaissent et disparaissent selon les besoins. C'est une forme d'expertise éphémère, mais infiniment versatile. D'aucuns prétendent que cette perspective est terrifiante, que si nos compétences peuvent s'émanciper de nous, alors nous devenons superflus. Que l'IA finira par nous remplacer complètement, rendant l'humain obsolète dans l'équation productive. Cette objection, aussi naturelle soit-elle, est malheureusement une incompréhension de taille de ce qui est en train de se jouer. Car il ne s'agit pas de remplacement, mais de démultiplication. Vos compétences, lorsqu'elles deviennent portables et distribuables à des agents, ne vous quittent pas, elles se dupliquent. Elles opèrent simultanément à une échelle qui ne serait possible avec une modalité incarnée. Vous n'êtes plus limité par le nombre d'heures dans une journée et donc par votre capacité à être physiquement présent dans un seul contexte à la fois. Pourtant, cette vision ne met pas hors jeu le fameux humain dans la boucle. Contrairement aux automatisations rigides du niveau 3, qui excluent totalement l'intervention humaine, les systèmes agentiques permettent et même requièrent la supervision stratégique. L'humain ne disparaît pas, il s'élève. Il passe du rôle d'exécutant à celui de superviseur, d'arbitre et de stratège. C'est là toute la différence entre être remplacé et être augmenté. Les automatisations du passé vous remplaçaient sur une procédure, les agents du présent multiplient votre capacité d'action tout en préservant votre rôle de décision finale. Dès lors, il en résulte une situation où vos compétences personnelles deviennent un actif d'un genre entièrement nouveau. Elles ne sont plus seulement ce que vous savez faire, elles deviennent ce que vous pouvez déployer, distribuer, monétiser à une échelle industrielle. Et il faut saisir ce que cela représente vraiment. Nous assistons à l'émergence d'un troisième modèle de monétisation du savoir. Oubliez le modèle classique, comme par exemple dans le salariat. Cette monétisation descendante, top-down, où vous échangez votre temps contre de l'argent, où votre expertise n'a de valeur que tant que vous l'exercez personnellement. Oubliez également le modèle collaboratif bottom-up de type Wikipédia, cette construction collective et anonyme où la connaissance se construit sans auteur vraiment identifié, sans possibilité de capturer individuellement la valeur créée. Nous entrons dans un paradigme alternatif, celui de la connaissance procédurale produitisée. Vous transformez votre expertise en un actif numérique réutilisable. L'agent devient votre distributeur autonome. Et la monétisation ne se fait plus sur le temps passé, mais sur l'usage qui crée de la valeur. Vous n'échangez plus du temps contre de l'argent, vous créez un actif qui génère de la valeur de manière récurrente, proportionnellement à son utilisation. C'est le passage d'un modèle de service à un modèle de produit, et cette transformation change radicalement l'équation économique de l'expertise. Mais cette mutation n'est pas qu'une opportunité individuelle. Elle met également au devant de la scène des tensions stratégiques majeures pour les entreprises. Pour l'exemple, considérons un instant ce qui se passe lorsqu'un collaborateur clé quitte une organisation. Rupture de continuité,
perte de mémoire institutionnelle et probablement une dégradation de la fluidité opérationnelle. Les entreprises ont toujours tenté de combattre cette volatilité par de la documentation, des process, des formations croisées, mais ces dispositifs restaient limités, incomplets et difficiles à maintenir. Aujourd'hui, il devient possible de capturer les compétences des collaborateurs sous forme d'agents spécialisés, de cristalliser leur expertise dans des systèmes qui peuvent opérer indépendamment de leur présence. Les compétences deviennent moins volatiles et constituent un actif valorisable et surtout pérenne pour l'entreprise. Et voici où le tableau s'assombrit. Il y a fort à parier que dans un avenir très proche, les entreprises mettront en place des dispositifs systématiques de captation des compétences de leurs salariés. Sous le prétexte noble de stabiliser les risques opérationnels, elles construiront des silos à haute disponibilité agentielle, en somme des bibliothèques d'expertise réutilisables. La suite du récit est déjà écrite. Une fois les compétences extraites, formalisées, rendues indépendantes de l'individu qui les portait, le salarié devient superflu. Il ne sera plus ni rentable ni nécessaire. C'est une perspective inquiétante pour ceux qui ne voient que le risque. Mais c'est une fenêtre d'opportunité historique pour ceux qui en comprennent les implications stratégiques. Jusqu'à présent, nous étions indivisibles de nos compétences. Notre valeur professionnelle était intimement liée à notre présence physique, à notre disponibilité temporelle. Aujourd'hui, nos compétences peuvent être actionnées sans notre intervention, dans des cadres où nous sommes totalement exclus. Et c'est précisément cette séparation qui crève un plafond de verre que nous pensions immuable. Nous accédons à une échelle difficilement mesurable tant elle est importante. Une compétence peut désormais opérer 24 heures sur 24 dans des dizaines de contextes simultanés pour des clients que nous ne rencontrerons jamais, dans des fuseaux horaires qui nous étaient auparavant totalement inaccessibles. Voici donc le partage des eaux. Ceux qui comprennent ce qui se joue avec l'IA aujourd'hui disposent d'une fenêtre d'opportunité business incroyable. Ceux qui raisonnent encore avec les poncifs de l'ancien monde, accumuler des connaissances pour eux-mêmes, les garder précieusement comme des trésors personnels, verront ces connaissances très rapidement déléguées à des couches agentiques accessibles à tous. Dans ce cas, le retour sur investissement de leur apprentissage sera nul. Mais ceux qui ont compris les enjeux savent que les compétences à acquérir en priorité sont celles qui permettent de transférer à des agents des expertises jusqu'alors exclusivement réservées aux humains. Le champ des possibilités est énorme, le marché est en pleine création et les positions dominantes ne sont pas encore établies. Permettez-moi de rendre cela tangible par un exemple. Prenons le cas d'un consultant en stratégie fiscale qui, pendant 20 ans, a développé une expertise pointue dans l'optimisation de structures internationales. Son savoir est complexe, contextuel, constamment mis à jour en fonction des évolutions réglementaires. Traditionnellement, sa valeur reposait sur sa capacité à être présent lors de rendez-vous clients, à analyser des situations spécifiques et à formuler des recommandations personnalisées. Ce consultant se trouve face à un plafond naturel. Il ne peut traiter qu'un nombre limité de dossiers par an, disons une 50aine. C'est sa limite physique. Pour augmenter son chiffre d'affaires, il doit soit augmenter ses tarifs, soit recruter des collaborateurs. Dans les deux cas, il rencontre rapidement des freins. Résistance du marché aux tarifs trop élevés, difficulté à former des juniors au niveau requis, et un temps de supervision qui grignote sa productivité. Imaginons maintenant qu'il prenne le temps de formaliser son expertise sous forme de compétences pour agent. Il structure ses méthodes d'analyse, ses critères de décision, ses protocoles de vérification, il encode ensuite ses heuristiques et ses raccourcis de pensée forgés par l'expérience. Il crée un agent spécialisé capable de réaliser les 80% de son travail qui relève de l'application méthodique d'un raisonnement structuré. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, cet agent peut traiter des centaines de dossiers simultanément. Le consultant, lui, se concentre sur les 20% restants. La supervision stratégique, la validation des recommandations complexes, la relation client de haute valeur ajoutée. Sa capacité de production n'est plus limitée par son temps personnel, il est limité par le nombre de dossiers que le marché peut générer. Mais il y a plus. Cet agent, une fois créé, peut être loué à d'autres cabinets de conseil plus petits qui n'ont pas l'expertise en interne. Le consultant devient fournisseur d'intelligence artificielle spécialisée. Il monétise son expertise selon un modèle basé sur l'usage où chaque analyse réalisée par son agent génère une commission. Il dort, l'agent travaille, il est en vacances, l'agent produit de la valeur. C'est exactement ce que je décris par la connaissance procédurale produitisée. L'expertise transformée en actif numérique autonome.
la multiplication de l'impact sans la multiplication proportionnelle de l'effort. Et ce modèle ne se limite pas aux consultants. Il s'applique aux designers qui formalisent leurs principes esthétiques, aux analystes de données qui encodent leur méthodologie, mais aussi aux rédacteurs qui transmettent leur style et leur technique narrative. En fait, chaque expertise suffisamment structurée est en capacité de faire ce saut. Personnellement, c'est ce que je fais actuellement avec tous mes champs de compétences qui me sont amenés à utiliser dans mon quotidien. Je crée, structure, collectionne et mets à disposition de mes agents le maximum de mes compétences. Alors que certains se rassurent, je n'ai pas encore la possibilité de rendre mes compétences en arts martiaux disponibles à mes agents. En tout cas, pas encore. Si vous aussi vous souhaitez mettre à disposition et monétiser vos compétences dans le monde agentique, transformer votre expertise actuelle en une compagnie unipersonnelle rentable, je vous invite à prendre contact avec moi pour échanger en direct sur le sujet. Pour information, le lien est disponible en description. Nous vivons un moment charnière dont la portée historique ne sera pleinement comprise que d'ici quelques années. Ce qui se joue en 2026 n'est pas une simple évolution technologique de plus, c'est une reconfiguration profonde du rapport entre compétences et valeurs, entre travail et rémunération, et entre présence et productivité. Deux chemins s'ouvrent devant nous. Le premier, celui de la résistance nostalgique, consiste à continuer d'accumuler des connaissances pour soi-même, à protéger jalousement son expertise comme un secret de fabrication et à croire que notre valeur réside dans notre irremplaçabilité. Ce chemin mène indubitablement à l'obsolescence, car ce que nous refusons de transmettre aux agents, d'autres le feront, et notre expertise deviendra une commodité accessible à tous via des systèmes qui nous auront contournés. Le second chemin, celui de l'intelligence stratégique, consiste à cultiver les compétences d'abstraction et de structuration qui permettent de transformer l'expertise humaine en actif agentique, à devenir architecte de nos propres multiplicateurs de valeur, à comprendre que notre rôle n'est plus d'exécuter mais de concevoir, de superviser et d'arbitrer, à accepter que nos compétences puissent nous survivre et opérer à une échelle qui dépasse l'entendement de l'ancien monde. Nous avons dépassé la question de savoir si cette transformation aura lieu, elle a déjà lieu. L'enjeu n'est donc plus d'établir le constat, mais de déterminer de quel côté de cette ligne de partage vous allez vous trouver, si vous saurez profiter de cette fenêtre de circonstance. Si ce contenu vous a apporté un petit quelque chose, vous pouvez soutenir mon travail par un like et un commentaire. L'objectif des épisodes de cette chaîne est de vous donner des grilles de lecture stratégiques, des outils d'analyse, des cadres méthodologiques, de l'outillage intellectuel pour orchestrer votre propre transformation face aux nouveaux enjeux impulsés par l'IA, de l'exécutant à l'orchestrateur. Ma certitude, forgée par 25 ans d'immersion dans ces systèmes, est que cette bascule s'opère actuellement et n'attend pas votre consentement. Elle obéit à une dynamique que nous pouvons documenter, prévoir et au sein de laquelle nous pouvons déterminer notre trajectoire.